À la périphérie de la ville de Salisbury en Angleterre s'étend une vaste étendue de collines verdoyantes qui semble se prolonger à l'infini. À part quelques moutons en train de brouter, il n'y a pas grand-chose à voir ici, sauf qu'au beau milieu de l'un de ces champs se dresse un étrange monument vieux d'environ 5000 ans. Il s'agit de Stonehenge, l'un des derniers vestiges du mystérieux passé antique de l'Angleterre. Ce monument est composé d'un cercle extérieur de pierres de sarcène dressées de près de 4 mètres de haut, pesant environ 25 tonnes chacune, soit le poids d'un gros camion de pompiers. Quant aux plus petites pierres bleues au centre, elles sont finalement pas si petites que ça, puisqu'elles pèsent entre 2 et 5 tonnes chacune. C'est quand même le poids de plusieurs voitures en roche. Mais voilà le problème, il y a 5000 ans, il n'existait ni grue, ni pelleteuse, ni aucun engin de chantier moderne. Il n'y a pas non plus d'autres structures à proximité ni de grands arbres qui auraient pu servir de levier, ce qui signifie que ces pierres ont forcément été mises en place à la main. Mais comment ? C'était une question qui laisse les historiens perplexes depuis des décennies, jusqu'au jour où un homme a décidé de résoudre ce problème dans son propre jardin. Et pendant ses expériences, il a fait une découverte stupéfiante. Une découverte qui allait changer à jamais notre compréhension de l'ingénierie antique. Intrigué ? Alors enfile ton casque de chantier parce qu'on va découvrir des secrets qu'il a mis à jour ainsi que d'autres incroyables prouesses d'ingénierie de l'Antiquité. Actuellement, Stonehenge se trouve sur la plaine de Salisbury dans le Wiltshire en Angleterre. Pourtant, l'homme qui s'est lancé dans la reconstitution du monument dans son jardin vit de l'autre côté de l'Atlantique, dans le comté de Lapeer dans le Michigan. Voici Wallace T. Wellington, un ancien ouvrier du bâtiment on nous aussi imposant que sa passion, puisqu'il est devenu complètement obsédé par les mégalithes. Après avoir pris sa retraite, Wallace s'est retrouvé avec énormément de temps libre, et en 2003, il s'est lancé dans un défi de taille, résoudre le mystère de la construction de Stonehenge. Et il a commencé à penser qu'il pourrait trouver la réponse lorsqu'il a glissé une petite pierre sous un énorme bloc, découvrant qu'à un certain point d'équilibre, il pouvait faire pivoter le bloc très facilement. À partir de là, Wallace a fabriqué ses propres dalles de béton, chacune reproduisant les proportions et le poids des pierres de Stonehenge. En expérimentant dans son jardin, il a découvert qu'en ajoutant une deuxième pierre sous la dalle et un contrepoids à une extrémité, il pouvait à lui tout seul faire pivoter et faire marcher un bloc d'une tonne. On pourrait croire que Wallace possède une force digne de Superman pour déplacer d'énormes blocs de béton à main nue, mais en réalité, il exploite simplement un principe très ingénieux de la physique, le levier. Le levier fonctionne en appliquant une force à un endroit qui déplace une charge située à un autre point autour d'un point d'appui appelé le pivot. Si le pivot est plus proche de la charge, il faut moins d'efforts pour déplacer cette charge sur une courte distance. En revanche, si le pivot est plus proche du point où l'on exerce la force, il faut davantage d'efforts pour déplacer la charge sur la même distance. C'est précisément pour cette raison que Wallace pouvait facilement faire basculer d'énormes blocs de béton à l'aide d'un simple long levier en bois, ce qui lui permettait de déplacer progressivement les pierres en les pivotant et de faire avancer les gros blocs à une vitesse d'environ 90 mètres par heure. Lors de ses essais, il a également construit une route en bois pour faire rouler les pierres avec des bosses espacées exactement de la largeur des blocs. Une fois lancé, le bloc de béton continue de rouler sur la route en bois grâce à son propre poids et à son élan. Mais comprendre comment des blocs étaient mis en place ne résolvait que la moitié du mystère. Wallace a également cherché à comprendre comment les bâtisseurs de l'Antiquité parvenaient à redresser ces pierres gigantesques vers le ciel. Pour cela, il s'est une nouvelle fois dit que la réponse se trouvait dans le propre poids de la pierre. Il a utilisé un caisson de soutènement et un contrepoids pour soulever progressivement le bloc, en le faisant basculer de gauche à droite avant de glisser des lattes en bois dans les espaces créés par ce mouvement. Petit à petit, cette force de pivot soulevait le bloc du sol comme un cric de fortune. Wallace avait déjà creusé un grand trou sous une extrémité de bloc et l'avait rempli de sable. Puis une fois que le bloc atteignait un angle suffisamment important pour le basculer à la verticale, il évacuait le sable à l'aide d'un jet d'eau et le propre poids du bloc faisait le reste tomber parfaitement dans sa position voulue. Et c'est ainsi qu'un seul homme a prouvé qu'il était possible de déplacer un énorme bloc de béton à la main. Selon Wallace, ce sont probablement ces méthodes que les bâtisseurs de Stonehenge ont utilisées en travaillant en équipe pour transporter et redresser les pierres. Mais les archéologues ont relevé plusieurs faiblesses dans son hypothèse. En effet, sa méthode consistait à manipuler les dalles de béton parfaitement uniformes, dont le poids était réparti de manière homogène sur un terrain plat dans son jardin. Pendant ce temps, les pierres de Stonehenge sont toutes taillées de façon irrégulière et leur poids est réparti de manière très inégale. En plus de ça, on pense que les grandes pierres de Sarcène ont été extraites à Marlborough Downs, situé à environ 29 km au nord du site. Les plus petites pierres bleues viennent d'encore plus loin puisqu'elles proviennent des collines de Preseli, au pays de Galles, à près de 240 km de là.
À une vitesse d'environ 90 mètres par heure, leur transport aurait pris de près de 110 jours. Et vers 3000 avant notre ère, il n'existait évidemment ni route goudronnée, ni autoroute bien lisse. Les bâtisseurs auraient dû transporter, ou plutôt faire marcher ces énormes rochers sur des centaines de kilomètres à travers les terrains accidentés de l'Angleterre préhistorique, des collines escarpées et des marécages. Ça paraît quasiment impossible. Tellement impossible que la plupart des autres théories estiment que des bœufs et d'autres animaux de trait ont probablement été utilisés pour tirer les pierres jusqu'à leur destination. En plus, les blocs de béton de Wallace étaient beaucoup plus légers que les véritables pierres de Stonehenge. Même s'il reproduisait leurs proportions, son bloc le plus lourd pesait 9,6 tonnes et son contrepoids 1,2 tonnes, ce qui reste bien loin des impressionnantes 25 tonnes de chacune des pierres de Stonehenge. Ainsi, même si les méthodes de Wallace fonctionnent, elles ne reflètent pas les conditions réelles dans lesquelles Stonehenge a été construit. Les bâtisseurs préhistoriques ont probablement utilisé d'autres techniques, mais cela ne veut pas dire que les découvertes de Wallace n'ont eu aucun rôle. Une équipe de l'université d'Exeter a notamment découvert de petites sphères de pierre semblables à celles utilisées par Wallace pour faire pivoter ses blocs à proximité d'un autre cercle mégalithique en Écosse, conçu sur un modèle proche de celui de Stonehenge. Il est donc possible que sa théorie des pierres d'équilibrage ne soit finalement pas si farfelue. En fait, la plupart des spécialistes s'accordent également sur le fait que les plus grandes pierres de Stonehenge ont probablement été redressées grâce à une méthode de basculement très proche de celle imaginée par Wallace avec ses planches de bois. Selon eux, les bâtisseurs faisaient osciller des énormes pierres de gauche à droite à l'air de levier, en ajoutant à chaque mouvement des planches de bois emboîtées qui les soulevaient progressivement. Une fois suffisamment hautes, une dernière traction sur une corde suffisait à les redresser complètement, et le reste, comme on dit, appartient à l'histoire. Mais le plus grand mystère reste entier. Pourquoi Stonehenge a-t-il été construit ? Certains adeptes de spiritualité, et par spiritualité j'entends plutôt les cristaux et les signes astrologiques que la religion, pensent que Stonehenge se trouve au croisement de plusieurs lignes telluriques. Et les lignes telluriques sont des lignes droites tracées entre différents sites remarquables, censés canaliser les énergies de la Terre. En gros, les itinéraires de randonnée préférés de ta tante complètement perchée. Stonehenge se trouverait justement au croisement de plusieurs de ces lignes, puisqu'il serait relié à la cathédrale de Salisbury, à l'ancienne cité d'Otsarum datant de l'âge du fer, ainsi que du site de Clarebury Ring. Mais si on met de côté les explications dignes d'un horoscope, la théorie la plus largement admise aujourd'hui est que Stonehenge était un temple païen préhistorique, servant à suivre les mouvements du soleil, de la lune et des étoiles il y a plusieurs milliers d'années. Mais même si Wallace Wellington a essayé de prouver qu'un seul homme pouvait construire Stonehenge, on pense que le monument a été construit, modifié et utilisé comme lieu de culte pendant près de 1500 ans par plus de 100 générations. Donc, techniquement, Stonehenge était l'une des toutes premières activités familiales de l'histoire. Franchement, je suis bien content d'être né à une époque où YouTube existe. En parlant de YouTube, moi aussi je suis un peu tout seul face à un algorithme qui change sans arrêt. Alors si tu veux me donner un petit coup de pouce en laissant un like et en t'abonnant juste en dessous, ça m'aiderait énormément. C'est fait ? Génial. Bon, voyons maintenant quelles autres merveilles de l'ingénierie antique nous attendent. Everyday I'm shuffling. L'île de Pâques fait penser à un endroit empli de lapins trop mignons et d'œufs en chocolat. Bref, la destination de vacances idéale pour moi. Mais elle abrite en réalité un phénomène bien plus étrange. L'un des endroits les plus isolés de la planète. Il est situé dans le sud-est de l'océan Pacifique, à plus de 1600 km des autres îles de la Polynésie orientale, à environ 2250 km à l'ouest de l'Amérique du Sud. Elle est appelée l'île de Pâques parce que le premier explorateur européen à l'avoir découverte y a débarqué le dimanche de Pâques 1722 et a constaté qu'elle était habitée par le peuple autochtone Rapa Nui. Et c'est ici que l'on trouve les célèbres statues de l'île de Pâques, d'immenses visages et torses monolithiques sculptés dans la roche volcanique. Mais ce ne sont pas simplement des têtes. Non, chaque tête appartient à un corps entier enseveli sous la terre. De l'autre côté de l'île, on peut voir ces statues avec leur corps sans bras ni jambes. Ces statues, appelées moai, ont été sculptées par les Rapa Nui pour honorer leurs ancêtres, principalement entre 1250 et 1500. Tu as sans doute remarqué que leurs têtes sont énormes puisqu'elles représentent près de 3/8 de la taille de leur corps. Chez un être humain, la tête ne représente pourtant généralement qu'environ 1/8 du corps. Les Rapa Nui avaient-ils tous des têtes gigantesques, ou bien étaient-ils en train de sculpter des extraterrestres ? Eh bien, les archéologues pensent que cela révèle surtout d'un choix artistique, car les plus anciennes statues sont trapues avec des têtes arrondies. En revanche, les plus récentes sont plus grandes, plus élancées, et leurs têtes sont bien plus proportionnées. Mais pourquoi les avoir faites aussi grandes au début ? Eh bien, c'était peut-être pour supporter le poids d'immenses coiffures. Appelées pukao, il s'agissait de cylindres pierre rouge représentant un chignon de cheveux. De plus, les chercheurs ont retrouvé des fragments de corail blanc autour de plusieurs sites de moai,
et ils ont compris que les statues avaient autrefois des yeux. Ouais, lui, il en a vu des choses. Mais le vrai mystère, c'est comment ces immenses moailles ont-ils pu être déplacés à travers toute l'île. On y compte plus de 900 statues et aucune n'a exactement la même taille. En moyenne, elles mesurent près de 4 mètres de haut et pèsent environ 13,8 tonnes, mais certaines sont encore plus gigantesques. Le plus grand moai jamais dressé, appelé Paro, mesure près de 10 mètres de haut et pèse 80,7 tonnes, soit autant qu'un grand rocal commun. Alors, comment les Rapa Nui ont-ils bien pu déplacer de tels colosses? Ils ne pouvaient pas les faire rouler sur des troncs d'arbres car les statues étaient tellement lourdes qu'elles auraient écrasé. Les extraterrestres étaient-ils vraiment de la partie finalement? Eh bien, la vérité est encore plus bizarre, car on pense que ces statues marchaient. Ça paraît complètement fou, mais leur conception ingénieuse leur permettait de rester droite tout en basculant de gauche à droite, guidées par des cordes, avançant de quelques centimètres à chaque effort. Un autre jeu de cordes fixé à l'arrière empêchait la statue de s'écraser face contre terre lorsqu'elle basculait vers l'avant, ce qui lui permettait à des spécimens de 3 mètres de haut, comme celui-ci, d'avancer à une vitesse d'environ 100 mètres par heure. Ça expliquerait également pourquoi les statues n'ont pas de jambes. Les Rapa Nui maîtrisaient tellement bien la sculpture qu'ils ont préféré donner à la base de chaque statue une forme légèrement courbe plutôt que de leur sculpter des jambes afin de les faire basculer plus facilement. Les moailles ont peut-être l'air de simples têtes qui parlent, mais ils devraient plutôt être connus comme des têtes qui marchent. L'attaque de l'art. Sur un plateau rocheux, situé à environ 300 km au sud de Lima au Pérou, des centaines de lignes blanches sont gravées dans le désert péruvien. Si tu te promenais simplement dans ce désert, tu n'y prêterais probablement aucune attention. Tu pourrais même penser qu'il s'agit simplement de sentiers tracés par des animaux au fil du temps. Mais si tu observais la zone depuis le ciel, tu ne pourrais plus en détacher les yeux. Parce que ces lignes qui semblaient aléatoires se transforment en une série de formes géométriques, de motifs et d'animaux incroyablement détaillés. Regarde, il y a une araignée, un singe, un homme et un colibri. Mais comment des dessins aussi précis ont-ils été tracés? Et surtout, qui les a réalisés? Appelées les lignes de Nazca, les plus grandes de ces figures s'étendent sur près de 365 mètres. C'est à peu près la même distance que celle qui sépare le sol du dernier étage de l'Empire State Building. On recense plus de 800 lignes droites, 300 figures géométriques et 70 représentations d'animaux et de plantes. Et ces lignes sont tellement précises qu'on dirait presque qu'elles ont été gravées au laser. Se pourrait-il que ce soit enfin la preuve de l'existence des extraterrestres? Cette fois, ça doit être eux, non? Eh bien, il s'avère que les créateurs des lignes de Nazca, un peuple qui a vécu jusqu'à environ l'an 700, étaient beaucoup plus humains que venus d'ailleurs. Appelés géoglyphes, ces dessins ont été créés en retirant la couche supérieure de terre rougeâtre afin de faire apparaître le sol plus clair situé en dessous. Les lignes ont une profondeur comprise entre 10 et 38 cm, et plus de la moitié d'entre elles dépassent les 35 cm de large. Elles sont restées quasiment intactes pendant plus de 2000 ans grâce à l'absence de pluie et de vent dans la région. Même si elles s'observent surtout depuis le ciel, certaines formes sont également visibles depuis les collines voisines. Ce qui laisse les chercheurs perplexes, en revanche, c'est comment ils ont réussi à tracer des formes aussi gigantesques avec une telle précision, sans jamais pouvoir observer leurs traits depuis le ciel. Sans technologie moderne, il n'y avait tout simplement aucun point de vue assez élevé pour voir ce qu'ils étaient en train de faire. Et franchement, je sais pas si t'as essayé de dessiner à main levée une araignée, un singe ou un homme récemment, mais moi j'ai déjà du mal à les dessiner sur une feuille de papier, alors les graver parfaitement dans le sol sur 365 mètres de large, n'en parlons même pas. La façon dont ils y sont parvenus reste un véritable mystère d'ingénierie, tellement complexe qu'aujourd'hui personne n'a encore de réponse. Alors toi, comment tu penses qu'ils ont fait? Dis-le moi dans les commentaires. Le cycle de la vie. On dit qu'il est impossible de dessiner un cercle parfait à main levée. Alors sculpter une sphère parfaite, c'est tout simplement impensable, non? Et pourtant, un groupe d'artisans de l'Antiquité y est parvenu et pas qu'une seule fois. Sur la petite île d'Isla del Cano au large du Costa Rica, se trouvent plus de 300 sphères de pierre qui ont laissé les scientifiques complètement perplexes lors de leur découverte, car elles étaient toutes presque parfaitement sphériques. Des recherches plus approfondies ont ensuite révélé qu'elles constituaient les derniers vestiges de la civilisation d'Iquiz, disparue entre environ 800 et 1500 de notre ère. Ces sphères varient de quelques centimètres de diamètre à plus de 2 mètres pour un poids pouvant atteindre les 15 tonnes. Elles sont taillées dans du gabbro, une roche magmatique sombre à gros grains formée il y a des milliers d'années par le refroidissement lent du magma. Certaines étaient ensevelies, d'autres exposées aux éléments, certaines érodées tandis que d'autres étaient presque parfaitement conservées, mais personne n'a jamais expliqué pourquoi elles étaient là. Et ce n'est pas tout. Aucun document ne décrit comment autant de sphères aussi parfaitement façonnées ont pu être fabriquées. Les scientifiques pensent qu'elles ont probablement été obtenues en martelant de gros blocs de pierre pour leur donner une forme grossièrement sphérique, avant de les polir avec du sable jusqu'à ce que les frottements les rendent parfaitement rondes.
Sans outils en métal, cela devait prendre des semaines, voire des mois. Surtout pour les plus grosses comme celle-ci. Au final, plus qu'un exploit d'ingénierie antique, cela ressemble surtout à une véritable leçon de persévérance. On a plus tard découvert que les Dikis plaçaient généralement ces sphères de pierre dans les endroits les plus importants de leur village, comme le long des chemins menant aux maisons des chefs. La théorie est donc que plus la sphère était grosse, plus l'endroit était important. Ça se tient après tout. Ce ne serait pas la première fois que la taille des boules d'un homme lui donne l'impression d'être important, si tu vois ce que je veux dire. Et rien ne vaut Rome. En Europe, Paris est peut-être connu comme la ville la plus romantique du monde, mais Rome est sans doute celle qui possède l'histoire la plus fascinante. Tu tournes à un coin de rue, bam, une ruine romaine. Tu entres dans un restaurant, bam, c'est une ruine romaine. Tu prends une gorgée de café, une ruine romaine flottant dedans. Bon, à part cette dernière blague, t'as compris l'idée. Parmi toutes les ruines de Rome, la plus impressionnante reste sans aucun doute le Colisée, un amphithéâtre gigantesque qui fait passer le Madison Square Garden pour une petite salle de quartier. C'est le plus grand amphithéâtre permanent de tout le monde antique. Alors que beaucoup d'autres théâtres de l'époque étaient construits en bois, le Colisée a été édifié avec près de 100 000 mètres cubes de travertin, une forme calcaire qui se forme naturellement au cours des sources chaudes. Une fois terminé, le Colisée atteignait près de 48 mètres de haut, soit l'équivalent d'un immeuble d'environ 15 étages, et pouvait accueillir entre 50 000 et 80 000 spectateurs. Alors qu'une grande partie de l'architecture antique de Rome a disparu avec le temps, le Colisée, lui, est resté majoritairement intact. Mais comment ? Les ingénieurs modernes pensent que cela s'explique par les fondations extrêmement solides du Colisée. Il a été construit sur une zone marécageuse proche du Tibre, où le sol était peu stable, ce qui a obligé les ingénieurs à creuser des fondations beaucoup plus profondes pour stabiliser l'ensemble. En plus, le béton romain est en réalité plus résistant que le béton moderne, car là où le béton actuel est surtout conçu pour être inerte, le béton romain contenait un ingrédient secret, de la cendre volcanique. Cela le rend réactif au contact de l'eau de mer. Une exposition prolongée à l'eau de mer produit dans le béton romain un minéral extrêmement rare, la taubermorite d'aluminium, qui renforce le matériau au fil du temps. L'Empire romain a peut-être disparu, mais le Colisée, lui, est parti pour rester debout encore très longtemps. Arnaque pyramidale. Les pyramides d'Égypte, l'une des 7 merveilles du monde, parce qu'elles sont en réalité l'un des plus grands chefs-d'œuvre d'architecture au monde. Littéralement l'opposé de mes blagues en fait. Vieilles de plus de 5000 ans, on pense que ces imposantes pyramides ont été construites pour servir de tombeau aux pharaons et aux reines de l'Égypte antique. Je parie qu'il y aura au moins une personne dans les commentaires en train de taper avec colère. Ce ne sont pas des tombeaux, elles servaient à stocker du grain, fais tes recherches. Et à ce type, je réponds, sympa ton histoire mon grand, dis-moi, si elles servaient à stocker du grain, pourquoi elles sont pas creuses ? Au fait, tu as fait l'école à la maison ? Parce que ces pyramides sont des structures pleines, constituées de millions de blocs taillés avec une précision incroyable, pesant en moyenne 2,5 tonnes chacun et construites pour enfermer seulement quelques petites chambres. Pour te faire une idée de la difficulté que représentait le déplacement de ces blocs, imagine devoir tirer un pick-up sans roue à l'aide d'une corde en plein désert sous un soleil de plomb par 35 degrés. Rien que d'y penser, ça a l'air d'un véritable enfer. Alors dans de telles conditions, comment les pyramides ont-elles été construites ? Même aujourd'hui, avec toutes les grues et les pelleteuses du monde, construire une pyramide serait un chantier colossal. Et pourtant, les anciens Égyptiens y sont parvenus sans la moindre machine. Eh bien, la façon dont ils ont réellement taillé et déplacé ces pierres reste un mystère encore aujourd'hui. En tant que régime autoritaire avec le pharaon comme souverain absolu, les Égyptiens étaient extrêmement secrets et n'ont laissé aucun document expliquant la construction des pyramides afin de ne pas révéler leur technique à leurs ennemis. Pourtant, certains indices laissent penser qu'ils utilisaient une méthode très proche d'une technique encore employée aujourd'hui. Appelée la méthode du coin et des plumes, elle nécessite un outil composé de 3 pièces, un coin métallique et 2 cales métalliques plus larges à leur base arrondie, au sommet, appelées les plumes. On commence par tracer une ligne sur la surface de la pierre. Ensuite, on perce une série de trous le long de cette ligne espacés d'environ 10 à 20 cm. Les coins et les plumes sont ensuite insérés dans chacun de ces trous. Maintenant, comme tu peux le voir, ce type joue à la taupe avec ses coins et ses plumes en frappant chacun à leur tour de rôle. À mesure que le coin s'enfonce dans la pierre, les plumes exercent une pression supplémentaire de chaque côté, élargissant progressivement la fissure. Il fait une pause entre chaque coup afin de laisser la pierre réagir à la pression qui s'accumule. À chaque coup de marteau, la pression augmente jusqu'à ce qu'une énorme fissure fende la pierre en deux. Les Égyptiens ont peut-être utilisé une technique similaire avec des coins et des plumes en bronze, et je suis certain qu'ils savaient qu'il valait mieux rester loin de la pierre au moment où elle allait se fendre. Sérieusement, imagine si ce type s'était trouvé au mauvais endroit. Et pour le coup, on peut vraiment dire qu'il aurait été pris entre le marteau et l'enclume. Bon, maintenant qu'on a vu comment ils taillent les pierres, comment ils les ont assemblées ? T'as probablement appris à l'école que les pyramides avaient été construites par des esclaves, mais aujourd'hui on considère que c'est un mythe.
Cette histoire d'esclavage est en réalité une légende historique diffusée par les Grecs de l'Antiquité, et les historiens pensent désormais que les pyramides ont été construites par des ouvriers qualifiés. Même si les estimations du nombre de travailleurs varient, l'historien grec Hérodote estimait que la grande pyramide de Gizeh avait nécessité 20 ans de travaux et la participation de 100 000 hommes. Ce chiffre paraît plausible si on part du principe que ces hommes étaient des ouvriers agricoles qui travaillaient sur les pyramides pendant la période où le Nil inondait les champs. Pourtant, à la fin du XXe siècle, les archéologues ont commencé à penser qu'une main-d'œuvre plus réduite vivait sur le chantier de façon permanente. Certains ont même avancé qu'à peine 20 000 ouvriers soutenus par des boulangers, des médecins et des prêtres auraient pu mener le projet à bien. Quant à la façon dont les pierres étaient déplacées, la théorie la plus crédible est que les Égyptiens avaient construit une rampe en pente autour de la pyramide, faite de terre compactée et de briques. Cette rampe gagnait progressivement en hauteur au fur et à mesure que la pyramide s'élevait, tandis que les blocs de pierre étaient hissés le long de la pente à l'aide de traîneaux, de rouleaux et de l'outil préféré de Wallace Wellington, de levier. Mais je ne peux pas parler des pyramides sans évoquer le vaisseau spatial qui plane dans la pièce. Parce que beaucoup de gens croient que les anciens Égyptiens ont reçu un petit coup de main extraterrestre pour construire les pyramides. Désolé de faire éclater la bulle des amateurs de chapeaux en un nu, mais cette théorie provient en réalité de romans de science-fiction écrits en 1898. Si, je te jure. Elles ont été proposées pour la première fois par l'écrivain Gareth Serviss dans son roman La conquête de Mars par Edison, où il affirmait qu'il existait un lien entre les ovnis et les pyramides, avec quelques illustrations franchement hilarantes. Alors si t'es encore persuadé que ce sont les extraterrestres qui ont construit les pyramides et pas des génies d'ingénierie, de véritables êtres humains, eh non, là, je ne peux plus rien pour toi. Va falloir que tu t'inclines publiquement devant ce drôle de petit bonhomme aux gros yeux et que tu déclares à haute voix qu'il est bien plus intelligent que tu ne le seras jamais. Allez, dis-le. Ouais, dis-toi que tu crois qu'un simple dessin animé a construit les pyramides. L'église de secours. Alors que la plupart des lieux cultes sont construits pour attirer les foules, en Éthiopie, les chrétiens préfèrent garder les leurs sous terre. Et pas au sens figuré, au sens propre. Parce que dans la région montagneuse de l'Amara, en Éthiopie, 11 églises médiévales monolithiques ont été creusées sous terre. Ces églises n'ont pas été construites avec des briques et du mortier, elles ont été directement taillées dans la roche. La roche rouge a été sculptée pour former des portes, des fenêtres, des colonnes et même plusieurs niveaux. Elles descendent à près de 30 mètres sous terre et ne deviennent visibles que lorsqu'on se tient juste au-dessus d'elles. En regardant vers le bas, on aperçoit une série de cours et de structures monolithiques sculptées. Elles sont tellement bien cachées que les archéologues auraient pu passer à côté de ces merveilles souterraines sans jamais les voir si des milliers de fidèles n'y assistaient pas encore aujourd'hui aux offices quotidiens. Cette popularité s'explique par les profondes foi des Éthiopiens, car l'Éthiopie revendique être l'un des plus anciens pays chrétiens du monde, le christianisme y étant la religion officielle depuis 330 après Jésus-Christ. Alors comment ces églises ont-elles été créées exactement? Est-ce qu'il s'agissait d'un miracle divin qui les a fait jaillir du sol? Eh bien, les habitants du coin en sont persuadés. Sérieusement, la tradition locale affirme que ces églises ont été sculptées par des anges. Les archéologues, eux, pensent qu'elles sont plutôt l'œuvre du roi Laïbéla, qui souhaitait bâtir une nouvelle Jérusalem, après que les conquêtes musulmanes eurent freiné l'expansion du christianisme au Moyen-Orient au XIIe siècle. Les églises sont réparties en deux grands ensembles. Le groupe du Nord-Ouest comprend 7 églises, dont Beth Medan Alem, la plus grande église au monde entièrement taillée dans un seul bloc de pierre. Elle s'élève à près de 12 mètres de haut et est soutenue par 72 colonnes. Le groupe du Sud-Est, lui, rassemble plusieurs églises directement creusées à partir de grottes naturelles. Beth Emmanuel est souvent considérée comme la plus belle de toutes car ses fenêtres et ses colonnes ont été sculptées pour imiter du vrai bois. J'ai déjà vu du plastique qui imite du bois, mais de la roche massive qui imite du bois, là on passe clairement au niveau supérieur. Mais aucune de ces églises n'a été créée en une nuit, ni en un mois, ni même en une année. Avec les outils dont ils disposaient, la dureté de la roche et l'extrême niveau de détail, on pense qu'il fallait des décennies pour sculpter qu'une seule église à la main. Selon certaines estimations, les travaux se seraient même étendus sur près de 200 ans, jusqu'au XIVe siècle. C'était donc pas un miracle divin, mais c'était clairement un exploit digne des dieux. Parmi tous ces exploits d'ingénierie antique, lequel t'a le plus impressionné? Et quel monument incroyable aimerais-tu le plus visiter? Dis-le moi dans les commentaires ci-dessous et comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.